Bonjour à vous, bienvenue dans la correction de l'activité 1, comment étudier un mouvement. Première activité du thème 3, le mouvement. Au programme, comme d'habitude, les QCM de mémorisation, les automatismes et la nouvelle activité. Première question, quel nom donne-t-on à un astre qui produit sa propre lumière? C'est une étoile. Comment s'appelle le mouvement de la Terre sur elle-même? Est-ce que c'est une révolution ou une rotation? La troisième était évidemment une blague. Donc le mouvement de la Terre sur elle-même, c'est une rotation. Quel nom donne-t-on au modèle historique d'organisation de l'univers où la Terre était au centre de l'univers? 4 propositions, c'était le système géocentrique, de géo qui veut dire terre, centrique, au centre. Combien de temps dure la révolution de la Terre? Pour répondre à cette question, vous deviez savoir que la révolution désigne le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil. On appelle ça une révolution. Et donc, combien de temps dure le tour de la Terre autour du Soleil? C'est 1 an. Mais 1 an, est-ce que c'est 364 ou 365 jours? C'est 365 jours. Combien d'étoiles il y a-t-il dans notre système solaire? 0, 1, 2 ou 8. Ici, il y avait le piège des 8 planètes, mais je vous demande le nombre d'étoiles. Les étoiles, il n'y en a qu'une, évidemment, c'est notre Soleil. Conversion. La masse d'un escargot est de 0,039 kg. Convertir cette masse en grammes. Les kilos, c'est 1000 fois plus que des grammes. On a donc 39 grammes pour un escargot. Vous pouviez le faire avec un tableau de tête ou au brouillon comme vous le souhaitiez. Lecture de graduation. Quel volume peut-on lire dans l'éprouvette? On regarde que les deux grandes graduations sont espacées de 10 ml et chaque petite est donc de 1 ml. On lit toujours le volume au plus bas du niveau du liquide qu'on appelle le ménisque. Donc si on regarde, on est à 45, 6, 7, 47 ml. Et on note pas l'unité, sinon ça compte faux. Schématisation. Cette fois-ci, vous deviez retrouver le bécher, vous avez l'habitude, et l'entonnoir. L'entonnoir, on l'a vu ensemble lorsqu'on a fait l'activité sur la filtration, puisque l'entonnoir sert à retenir le filtre. Donc c'est une erreur, on est bien d'accord que le bécher c'est bien ça. Donc même si jamais vous avez la même erreur que moi, vous avez juste en fait. Il doit y avoir une erreur lors de la sélection. Passons maintenant à la nouvelle activité. 2 objectifs. Le premier, comprendre que le mouvement d'un objet dépend du point de vue et savoir décrire la trajectoire. Pour commencer cette activité, nous allons regarder une petite vidéo. C'est une vidéo où en fait on se pose une question simple. Qu'est-ce qui est vraiment immobile autour de nous? La question est simple et en fait la réponse elle n'est pas si simple. On regarde du coup la vidéo, vous la regardez et on se retrouve pour des questions. Donc finalement qu'est-ce qu'on avait appris dans cette vidéo? On nous dit au départ que la tasse est immobile. Bah oui, elle ne bouge pas toute seule, elle est sur le bureau. Elle ne se déplace pas, elle est immobile. Et pourtant, quand on prend du recul, on dit, bah ouais, mais en fait, comme elle est à la surface de la Terre, que la Terre tourne sur elle-même, finalement, elle est en mouvement. Comment est-ce que un même objet peut être à la fois immobile et à la fois en mouvement? Est-ce que c'est vraiment possible? Et bien la réponse, c'est oui. Parce que tout mouvement est relatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on appelle ça aussi la relativité du mouvement. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un mouvement, il faut toujours préciser par rapport à quoi on parle. Par exemple, vous êtes assis dans votre voiture, vous partez en vacances avec vos parents. Évidemment, ils sont immobiles à côté de vous. Par rapport à la voiture, par rapport à vous, ils sont immobiles. Mais par rapport à la route ou par rapport à l'arbre qui est sur le côté, ils sont en mouvement. Donc, en clair, cela veut dire qu'on doit toujours préciser par rapport à quoi l'objet étudié est immobile ou en mouvement.
Et ce par rapport à quoi, il a un nom particulier. Vous savez qu'en physique, il y a beaucoup de vocabulaire précis. Le nom particulier, c'est le référentiel. Mettons tout de suite cette notion en application. Vous allez voir que dans une station de métro, il y a plusieurs personnages. Il va falloir dire à chaque fois par rapport à quoi ils sont en mouvement. Donc vous regardez l'animation, une fois, deux fois, elle tourne en boucle. Et lorsque vous pensez avoir bien compris ce qui est montré dans cette animation, vous passez à la question suivante, qui est celle-ci. Liam est assis, celui qui est assis au fond sur les sièges là-bas. Par rapport à lui, donc c'est lui le référentiel. Quels personnages ou quels objets apparaissent en mouvement ou immobiles? Il fallait placer chaque étiquette dans le groupe. Donc pour lui, est-ce que Arnaud est en mouvement? Est-ce que Laura est en mouvement? Est-ce que les chaises sont en mouvement? Donc pour lui, les chaises sont immobiles, évidemment. Elles ne se déplacent pas, elles ne bougent pas sous lui, donc les chaises sont immobiles. Et par contre, il voit Laura se déplacer devant lui à la vitesse du tapis roulant, et il voit Arnaud courir, se déplacer un peu plus vite que Laura. Donc Arnaud et Laura sont en mouvement. Si on continue maintenant, et que cette fois-ci on se pose la question par rapport à Laura, donc on change de référentiel. On se pose la même question, est-ce que Liam est en mouvement? Est-ce que le tapis est en mouvement? Le tapis qui est sous ses pieds. Est-ce que Arnaud est en mouvement? Est-ce que les chaises sont en mouvement? Donc finalement, par rapport à Laura, Liam est en mouvement. Eh oui, parce qu'il est assis, on est d'accord? Mais dans son champ de vision, Liam se déplace. Donc pour Laura, Liam est en mouvement. Arnaud, c'est pareil. Elle va le voir courir à côté d'elle et la dépasser. Donc il est en mouvement. Mais les chaises aussi. Puisque les chaises rentrent dans son champ de vision, puis sortent de son champ de vision. La seule chose qui est immobile, qu'elle ne voit pas être en déplacement, qu'elle ne voit pas bouger, c'est le tapis qui est sous ses pieds. On se pose évidemment la même question avec Arnaud. Arnaud court sur le tapis roulant. Par rapport à lui, quels personnages ou quels objets apparaissent en mouvement? C'était la même question. Et par rapport à Arnaud, en fait, tout est en mouvement. Parce que il court sur le tapis roulant. Donc le tapis se déplace, les chaises se déplacent, Liam se déplace, Laura se déplace. Tout ce qui est dans son champ de vision est en mouvement par rapport à lui. Alors, on va essayer de faire la définition. Donc, la description d'un mouvement dépend du point de vue où vous vous placez pour étudier la situation. Par conséquent, tout mouvement est relatif. Il est donc nécessaire de définir dans un premier temps le référentiel d'étude avant de décrire un mouvement. Ça veut dire que avant de dire l'objet est immobile, il faut dire par rapport à l'objet est immobile ou en mouvement. Maintenant que nous avons fixé les bases de l'étude du mouvement avec l'existence du référentiel, voyons ensemble les différentes trajectoires possibles. Vous avez ici plusieurs images. Ici, c'était une autoroute, des avions dans le ciel, un skieur sur une piste sur une montagne, et puis l'orbite de la Terre autour du Soleil. Qu'est-ce qu'ont en commun toutes ces images? En fait, ce qu'il fallait remarquer, c'est que toutes les images tous les objets représentés sur ces images sont en mouvement et suivent des trajectoires. En fait, les trajectoires, on peut les voir dans certains cas avec nos yeux. Par exemple, les fumées que les avions laissent dans le ciel représentent l'endroit où était l'avion. Donc on peut savoir par où il est passé en regardant les fumées, comme on peut savoir par où est passé le skieur dans la neige. Et en fait, c'est la trajectoire, c'est exactement ça. Donc la trajectoire, c'est quelles ont été les différentes positions de l'objet lorsqu'il s'est déplacé. Autrement dit, c'est les déplacements successifs des objets au cours du temps. Donc la définition officielle, c'est la trajectoire d'un objet se déplaçant
est l'ensemble des positions successives de cet objet au cours du temps. On continue. Il existe plusieurs types de trajectoires et il y en a 3 différentes. Soit le chemin est une ligne droite, on appelle ça une trajectoire rectiligne. Soit il est en cercle ou en arc de cercle. On a dit que c'est une trajectoire circulaire. Et dans tous les autres cas, on dit que c'est une trajectoire curviligne. Ici, vous aviez 2 trajectoires à associer. Celle du milieu qui représente à la ligne droite, c'est donc une trajectoire rectiligne. Ça veut dire que les voitures qui se déplacent sur cette ligne droite ont une trajectoire qui ressemble à une droite, qui est proche d'une droite, donc on appelle ça une trajectoire rectiligne. À gauche, dans le virage, on a presque un arc de cercle parfait. On considère que c'est une trajectoire circulaire. Alors, maintenant, vous observez une joggeuse passer en étudiant le mouvement de sa hanche par rapport au sol. Vous avez remarqué, on vous dit par rapport à quoi est-ce qu'on étudie. Comment appelleriez-vous cette trajectoire? Est-ce que c'est circulaire, rectiligne ou curviligne? Si on regarde comme ça, sa hanche, on a l'impression qu'elle va en ligne droite. Donc on a envie de dire que c'est une trajectoire rectiligne. On va vérifier. Donc la bonne réponse, c'était bien un mouvement rectiligne, puisque si on prend pour chaque image un point avec sa hanche et qu'on relie tous les points, on a pratiquement une ligne droite. Maintenant, un homme lance sans élan une boule de bowling. Donc d'abord son bras derrière, puis il descend son bras et finalement il lâche la boule lorsque son bras a fait un demi-cercle. Donc sa trajectoire est circulaire. Alors, lorsque la trajectoire n'est ni rectiligne ni circulaire, je vous l'avais dit il y a quelques diapos, on dit qu'elle est curviligne. Là, vous avez un exemple de la trajectoire du ballon. Donc à gauche, c'est pas forcément évident de suivre la trajectoire, mais si on relie dans chaque position les ballons, on se rend compte que ce n'est ni une droite, ni un cercle ou arc de cercle, donc c'est curviligne. On résume. Il existe 3 types de mouvements selon la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est appelé rectiligne. Si c'est un cercle, c'est circulaire. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est curviligne. Nous arrivons à la conclusion, ce qu'il faut retenir. Donc dans votre cahier, nous avons fini le thème numéro 2. Vous allez reprendre la première page blanche comme nous l'avions fait pour le thème 2. Une nouvelle page et écrire en gros thème 3, le mouvement, comment étudier un mouvement, qu'est-ce que la vitesse. C'est la transition entre les deux thèmes. Et tout en haut de la page suivante, on écrit leçon 1, comment étudier un mouvement. Ce qu'il faut retenir pour l'activité 1, c'est la notion de référentiel. Donc vous écrivez la définition qui dit que la description d'un mouvement dépend du point de vue où vous vous placez pour étudier la situation. Par conséquent, tout mouvement est relatif, il est nécessaire de définir le référentiel. À la suite, vous écrivez ce qu'est une trajectoire. Définition. La trajectoire représente l'ensemble des positions successives occupées par un objet au cours du temps. 3 types de mouvements, rectiligne, circulaire ou curviligne, selon que la trajectoire est une droite, un cercle ou arc de cercle, ou alors quelconque. Cette activité est terminée. Prenez bien soin de vous.